je me présente, donc je suis Claire Scopsi, je suis maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers et je vous accueille pour cette séance qui est consacrée, le titre est très prometteur, mais essentiellement à la conservation des données de la recherche. Au départ, on avait une vision très large. On va peut-être focaliser davantage sur les données de la recherche, mais c'est déjà un vaste sujet. C'est un thème d'actualité qui est profondément lié à la science ouverte, à l'open science, et nous souhaitons l'aborder du point de vue des archivistes, et éventuellement aussi des bibliothécaires ou des documentalistes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et comme je ne suis pas à une contradiction près, dans cette introduction, puisque je suis chercheur, je vais vous livrer le point de vue du chercheur. L'open science, c'est une activité en croissance en France. Et pour cette introduction, j'ai puisé quelques informations. Alors, c'est un scoop, dans le prochain numéro d'Archimag, qui propose un mini-dossier de quelques articles sur la science ouverte. Et m'a fait découvrir ces chiffres. Selon le baromètre français de la science ouverte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dont je vous ai mis le lien dans la conversation, en 2019, 56% des 156 000 publications scientifiques françaises publiées en 2019 sont en accès ouvert en décembre 2020. Alors, pourquoi cette année de délai? C'est parce que parfois, les revues ouvrent leurs publications avec un délai d'1 an. Publication payante pendant 1 an, puis ensuite ouverte. Mais ce n'est pas le cas de toutes les revues, mais ça peut arriver. Et on a une croissance de 7 points entre 2019 et 2020. Les disciplines scientifiques les plus ouvertes sont les mathématiques, 75% de publications en open access, et la biologie fondamentale, 69%. Les sciences humaines et sociales sont en queue de peloton. Bon, ce n'est pas un peloton énorme non plus, avec 45% de publications ouvertes en sciences humaines et 42% en sciences sociales. Juste devant, bon dernier du panel, les sciences de l'ingénieur avec 40%. Mais ces chiffres-là sont en croissance et elles sont plus en croissance dans les sciences humaines, dans le bas du tableau, que dans les mathématiques. Ça veut dire qu'il y a un effet de rattrapage qui est en train de se produire. Donc ça montre quand même la dynamique de cette science ouverte. Donc si vous voulez regarder, le baromètre offre beaucoup plus de chiffres et une enquête très, très précise, donc je vous ai indiqué le lien. Alors, le baromètre ne précise pas très clairement ce qu'il entend par publication, mais d'après la méthode utilisée, elle repose beaucoup sur le DOI, sur le Digital Object Identifier. On peut penser qu'il s'agit surtout des articles scientifiques et des rapports, à l'exclusion des données et des logiciels. Je ne pense pas que données et logiciels fassent partie de ce panel. Alors, puisque l'open science est en croissance, puisque la science ouverte est en croissance, pourquoi y aller? À mon avis, il y a 2 raisons de rejoindre le mouvement de la science ouverte. Alors, la première, c'est la mauvaise raison. C'est d'y aller par obligation, en traînant les pieds, sous l'effet de l'incitation musclée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Avec les plans nationaux pour la science ouverte, il y a eu un premier plan 2018-2021 qui s'achève, on en est au bilan, et un second plan 2021-2024 qui est lancé. Et ces plans donnent notamment obligation de réaliser un plan de gestion de données, le fameux PGD, pour tout dossier qui candidate à un financement de projet ANR, par exemple. Donc, on peut imaginer que ça va être plus ou moins généralisé, que sous cet effet-là, d'autres lancements de projets, d'autres financements demanderont également à ce qu'un plan de gestion de données soit joint à la proposition de la réponse à l'appel à projet. Donc, évidemment, c'est fortement incitatif. Mais la bonne raison de se lancer dans la science ouverte, c'est de considérer les enjeux de la science ouverte, et notamment cet objectif de se réapproprier, pour nous les acteurs de la recherche, l'évaluation de la valeur scientifique des chercheurs et des laboratoires, qui est actuellement cette évaluation dominée par la dictature des index quantitatifs. Alors avec des différences selon les disciplines, mais ces fameux index, Q-index, H-index, qui sont attribués par des robots via Google Scholar, par exemple, ou bien alors les plateformes des grands éditeurs scientifiques comme Scopus, Elsevier. Et ces indicateurs quantitatifs déforment l'activité de publication scientifique avec des effets de bord qui ne sont pas négligeables, puisqu'on essaye ensuite d'agir de façon à influencer, à influer sur ce chiffre qui vous colle à la peau, en quelque sorte.
On aimerait bien revenir à une analyse qualitative de la recherche, mais encore faudrait-il pour cela pouvoir accéder à autre chose qu'à une référence bibliographique associée justement à ce fameux index. L'accès au contenu est donc essentiel et elle nous renvoie, et cette problématique nous renvoie à la conservation et à l'accès au contenu dont les archivistes et les bibliothécaires sont les acteurs privilégiés. L'autre bonne raison, ça serait de mettre fin aussi, peut-être, je parle avec prudence, à la dictature de la publication scientifique comme évaluation de la recherche. On a l'impression que l'activité scientifique se limite à la production et à la publication d'articles, alors que le travail d'un chercheur, quelle que soit sa discipline, c'est de créer des protocoles de recherche, d'inventer des protocoles de recherche propres à répondre à une question donnée. C'est-à-dire que l'énoncé des méthodes de travail, la description des corpus, ce que je prends, ce que je considère dans mon corpus, ce que j'exclus de mon corpus, pourquoi, etc. Les données en entrée, les outils construits. J'ai construit un logiciel, j'ai construit un programme ou un algorithme de comptage, d'évaluation, de classification, de classement, etc. Les procédures qui sont élaborées et enfin les données en sortie, c'est-à-dire les résultats, qui peuvent être tout autre chose qu'un article, devraient pouvoir être accédés, analysés et discutés de première main, et pas seulement à travers le récit qu'en font les chercheurs dans un article. C'est bien qu'un article, c'est une synthèse, et c'est une synthèse qu'on essaie souvent, nous sommes faibles, de rendre le plus valorisant possible pour notre travail. Ce serait bien de pouvoir accéder de première main à toute cette partie de la recherche qui est l'élaboration de la recherche en train de se faire. Et c'est là que la conservation et l'accès aux données de la recherche et aussi aux outils, aux logiciels, aux outils et aux méthodes d'analyse de ces données de la recherche, c'est là que la conservation et l'accès à ces éléments intervient. L'autre question qu'il faudrait se poser, c'est comment y aller à cette science ouverte et avec qui? La question des méthodes de science ouverte et des acteurs, elle est très importante également. Comment est-ce qu'on archive les données? Où est-ce qu'on archive des données? Avec quels partenaires techniques, etc. Est-ce qu'on doit rejoindre une plateforme locale, celle d'une université? Est-ce que les universités, les établissements d'enseignement et de recherche doivent construire leur plateforme? Est-ce qu'on doit rejoindre une plateforme thématique pour avoir un meilleur environnement, un environnement plus cohérent? Quels sont les acteurs fiables, les opérateurs fiables pour une conservation pérenne? Comment seront gérées l'obsolescence des plateformes? On en a vu d'autres en termes de disparition, de problèmes de compatibilité. Comment sera gérée la disparition des prestataires? Si on a une délégation à des prestataires privés, que se passe-t-il quand le prestataire disparaît? Et comment peut-on s'informer sur cet environnement technique et sa valeur, sa qualité? Comment aussi documenter et décrire ces données? Alors, bien sûr, on parle beaucoup des data papers, encore très rares, notamment en sciences humaines, même s'il y a beaucoup d'intentions, il faut commencer par les intentions, mais on voit encore assez peu de data papers réellement dans les revues. Et puis surtout, comment saura-t-on quand cette pratique, donc le data paper étant un article consacré à la description d'un corpus de recherche, comment savoir, quand on aura beaucoup de data papers, dans quelles revues sont publiés les data papers, c'est-à-dire les descriptions de corpus de données des domaines qui m'intéressent? Il faut donc peut-être des plateformes de data papers avec des classifications, toute une organisation, toute une description de ces data papers. Et donc des formats de description normalisés, si on veut pouvoir avoir une vision large, nationale ou internationale de ces jeux de données, etc. Donc, on a tout ce travail qu'on connaît bien maintenant, de consortium, de formats, de réflexion sur des formats, d'élaboration de formats communs qui va s'élaborer. Comment sera traitée également la recherchabilité? C'est-à-dire, une fois qu'on a stocké, qu'on conserve, qu'on est tranquille de ce côté-là, comment est-ce qu'on sait, donc, pour continuer, où se trouvent ces données conservées? Quel moteur de recherche? L'exemple des conservations de données de la recherche est encore émergent, mais on se demande ce qui va se passer lorsqu'il y aura des dizaines, voire des centaines de milliers de jeux de données.
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation annonce l'ouverture en 2022 d'une plateforme nationale fédérée des données de la recherche, un DataGouv de la recherche, qui sera disponible donc à la fin du premier trimestre 2022. Au vu de du DataGouv qui existe depuis plusieurs années, on peut craindre le pire. Mais bien sûr, la critique est aisée, l'art est difficile, mais l'art de l'archivage utile et de l'accès aux données d'archiver, c'est quand même notre spécialité. Donc, on peut se permettre de poser quelques questions et d'émettre des craintes. Alors, on ne va pas répondre, nous, ici, dans le temps de ce séminaire, à toutes ces questions, mais on pourra au moins les poser avec l'aide de nos intervenants qui vont répondre au moins à certaines parties qu'ils connaissent et dont ils vont nous partager leur pratique ou leurs connaissances. Donc, je présente nos intervenants. Paolo Lai, qui va prendre la parole en premier, de l'INIST, du CNRS INIST, est responsable du département Valoriser les données de recherche. Et il va nous parler d'une plateforme, Doranum, qui existe pour nous aider à justement traiter ces données de la recherche. Donc, son intervention s'appelle « Développer les compétences pour mettre en œuvre ou accompagner l'écosystème technique FAIR des données ». Et je le laisserai nous présenter justement ces notions. Et il sera suivi ensuite de Véronique Ginouvès et Annick Boissel. Donc, j'ai Véronique Ginouvès qui est ingénieure de recherche à la Phonéthèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, et Annick Boissel qui est archiviste indépendante, et qui toutes les deux vont nous présenter leur expérience de la réalisation d'un plan de gestion rétrospectif, donc retour d'expérience autour du fonds de l'anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardan. Et on sera prêt à les suivre dans leurs interrogations, peut-être leurs difficultés, et ce qu'elles ont à nous faire partager de cette première expérience. J'en ai fini et je donne la parole à Paolo Lai pour son intervention. Alors, on a du temps, 40 minutes largement.